C'est à moi? Oui, Bon, ben, je te remercie, Frédéric, de ces mots d'accueil fort sympathiques qui m'en vont droit au cœur. Tu as bien raison. Pour ma part, j'ai essayé tout au long de ma carrière et tout au long de mes livres de donner à penser. Avec, puisque je suis quand même encore ton vieux professeur, je vais faire déjà une critique. Je, je, je me suis toujours insurgé et je n'ai jamais fait de concept. Donc je n'aime pas le mot concept. Et je me suis battu là-dessus. D'ailleurs, j'ai eu auprès de mes collègues peut-être une mauvaise réputation, entre autres pour cette idée-là. C'est-à-dire que concept, en son sens étymologique, veut dire concepire, enfermé. Et je pense que nous sommes dans un moment où il faut donner des notions, des métaphores, des allégories, etc., et qu'il ne convient pas d'enfermer. Un peu plus tard, peut-être, on fera système. En tout cas, les générations qui suivront, pas les tiennes puisque tu es beaucoup plus jeune, mais en tout cas, la mienne. Voilà. Oui, insister sur le savoir, et ce, le faire dans la vieille tradition qui m'a beaucoup marqué, celle de la vieille Sorbonne, c'est-à-dire non pas sur celle des oppositions. Le vrai maître, dans le fond, c'est celui qui fait croître. Et j'aime pas beaucoup le mot fraternité parce que je trouve il est un peu galvaudé, mais dans un de mes livres qui s'intitule Le Trésor caché, qui est un livre sur la franc-maçonnerie, j'avais parlé d'affrèrement. Hein, c'est pas un mot que je crée d'ailleurs, c'est un mot italien, affrero, c'est non, un mot de l'occitan de chez moi, fratellamento en italien. Enfin, donc, il y a des manières de rendre plus vivant ce qui s'est un peu rigidifié au travers du mot fraternité. Alors, c'est un plaisir de parler avec vous aujourd'hui. J'ai souvenir d'avoir deux ou trois fois, il me semble, fait des exposés à tout la à fait. FME, hein, Oui, non pas comme ça, mais en présentiel, comme l'on dit. Hein, et je me souviens que ça avait donné lieu, le souvenir que j'en ai à des échanges. Voilà. Et donc, dans le fond, c'est un peu en ce sens que je vais faire cet exposé, donner quelques idées, si je puis dire, si j'ai bien compris votre invitation, hein, pour amorcer la pompe. Hein, c'est-à-dire, je vais parler une quarantaine de minutes, de manière à ce que, c'est ce que vous faites, hein, il y a une discussion qui pourra s'établir après. Alors, avant de parler donc ce livre auquel je tiens, parce que je ne vais pas écrire beaucoup d'autres livres. La nostalgie du sacré est mon avant-dernier, et j'en écrirai encore un autre, et puis ça sera à peu près tout, quoi. Enfin un ou deux autres. Avant de parler de cette nostalgie du sacré, peut-être d'ailleurs aurais-je dû avoir le courage d'imposer à l'éditeur ce que je n'ai pas réussi. Le vrai titre que je voulais dire, c'était Le Retour du sacré. Voilà. Mais bon, après discussion, j'ai cédé et j'ai accepté le titre de l'éditeur, La nostalgie du sacré. Le retour aurait été peut-être un peu plus formé. Avant de parler de cela, quand on me donne l'occasion de parler, j'insiste toujours sur trois présupposés qui sont les miens. Hein. En quelque sorte, les racines de mon propos, que j'ai une trentaine d'ouvrages tout au long de ma carrière, au travers de ces divers livres. Donc trois présupposés, hein, que je dis toujours hein, quand on prend le risque de m'inviter. Mais je crois qu'il est important de le dire et de le redire, des banalités de base. Je dis bien c'est des banalités. Hein. J'ai été proche, quand j'étais jeune, des situationnistes, et Guy Debord disait que justement, dans la tradition un peu surréaliste, il fallait exposer ces banalités. Hein. Le banal, puisque tu sais que j'ai fait un développement sur la vie quotidienne, le banal, c'est le jour du four banal dans les villages français, hein, c'est-à-dire le jour où le four était pour tout le monde, hein, où le Seigneur le rétrocédait à la communauté. Alors pour moi, mes banalités, c'est premièrement que ce qui est en quelque sorte, si je fais image, notre cerveau reptilien, notre culture, hein, ce qu'on a sucé avec le lait maternel, ce que l'on a intégré sans bien y faire attention, c'est un linéarisme. L'humanité serait partie d'un point A de barbarie
pour arriver à un point B de civilisation absolue. Et qu'on le veuille ou non, j'y reviendrai un peu plus tard, c'est le fondement du progressisme et du mythe du progrès. Hein, bon. Alors moi, à l'opposé de ce linéarisme, je dis bien qu'on a intégré sans bien y faire attention, qu'on va retrouver dans dit ou non dit, gauche et droite confondues, dans les divers discours officiels. À l'opposé de cela, je dirais que la, comment expliquer cela, si je le dis un peu à la manière de Joseph de Maistre, qui m'a beaucoup marqué, en tout cas moi sa lecture continue de m'inspirer, le bon sens et la droite raison réunie. Hein. C'est ça la raison sensible, fondamentalement. Eh bien, je dirais que cette sagesse populaire, quand on le regarde sur la longue durée des histoires humaines, 2000 ans de temps d'observation à peu près, eh bien, on se rend compte qu'il y a des cycles, il y a des époques. Non pas ce linéarisme, mais des époques. En grec, j'aime beaucoup l'étymologie, le mot époque, ça signifie parenthèse. Donc une parenthèse, ça s'ouvre, une parenthèse, ça se ferme. Voilà. Et ce qui veut dire en quelque sorte que, ben voilà, quoi, il y a de l'impermanence et de la continuité de la vie. Moi, j'ai traduit ça en disant la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Et que donc, il suffit, il faut avoir le courage de repérer et d'analyser. C'est ça notre travail, en tout cas moi ainsi que je comprends l'exigence intellectuelle, de repérer ce qui s'achève et ce qui, à partir de ce qui s'achève, va renaître. Destruction, renaissance. On a pu dire, je cite toujours cette phrase du philosophe Anaximandre de Milet sur le pourtour méditerranéen, et on dit que c'est la première phrase écrite dans la pierre dans cette tradition culturelle qui est la nôtre. En grec, permettez-moi de le dire en grec, c'est Genesis Kaiftoré. Kaiftora, pardon. Phtora kai Genesis. Ça veut dire en traduction, si je traduis, genèse et déclin, déclin et genèse. Voilà pour moi la succession des époques contre, en quelque sorte, ce linéarisme qui nous est habituel. Deuxième point, là je m'inspire bien sûr de celui qui fut pour moi un maître que j'ai rencontré souvent, avec qui j'ai souvent discuté, Michel Foucault, qui rendait attentif au fait que, au travers d'un terme un peu compliqué qui s'appelait l'épistémé, la connaissance, son livre majeur, un de ses livres que vous connaissez, je suppose, qui s'appelle Des mots et les choses. Les mots et les choses. Montrer en quelque sorte que une société, et d'ailleurs tout un chacun, n'existe que s'il a les mots pour dire ce qui l'exprime, hein, ce que cette société est ou ce que cet individu est. Et les mots et les choses. Et mon deuxième présupposé, c'est que quand il y a une mutation d'époque, eh bien, les mots changent, l'épistémé évolue. Et que donc, il faut arriver à trouver, c'est pour ça que je dis, non pas un concept, mais les mots les moins faux possibles. C'est ça, les métaphores, analogies, allégories, pour en quelque sorte, hein, parole perdue, c'est-à-dire ce qui finalement fait qu'on va être en adéquation avec ce monde en gestation. On repère ce qui est en train de tomber et en même temps, on voit quelque chose d'autre qui est en train de naître. Le premier, en France, philosophe qui a parlé de la postmodernité, qui est Jean-François Lyotard, et d'ailleurs c'est de lui que j'ai hérité beaucoup de choses, dans son livre qui s'appelle sur la postmodernité, de la postmodernité, rappeler la condition postmoderne, pardon, ce qui reste de ce livre, c'est, il y a beaucoup de choses, mais pour moi l'idée essentielle, c'est ce qu'il appelle la fin des grands récits de référence. C'est-à-dire, en quelque sorte, comment ces grands récits qui avaient formé la modernité, j'en sais rien, au XIXe siècle, ce qui fut le marxisme, éventuellement le freudisme, ben, tout ça, ça a cessé. Et fin des grands récits de référence, ça prend du temps. Il faut se rendre compte que ça prend du temps pour qu'on en ait conscience, nous incite, hein, je répète, à trouver les mots les moins faux possibles. Et cela me paraît être la chose importante, ce contre, en quelque sorte, j'y reviendrai dans un instant, ce qui est à bien des égards la bien-pensance. Hein, pour moi, est un des éléments contre lesquels je lutte depuis fort longtemps, bien-pensance académique, bien-pensance journalistique, bien-pensance politique, qui encore reste sur les mots déphasés, sur les systèmes de pensée
élaborés au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, mais qui ne sont plus en phase avec ce qui se vit actuellement. Troisième et dernier présupposé, dans ces moments de mutation, quand on essaie de chercher et de trouver des mots qui soient en pertinence, qui deviennent pertinents et qui ne soient pas impertinents, mais qui soient en pertinence avec le temps, eh bien, il faut le chercher, je dirais, dans ce qui est caché. La vérité, aletheia, je le rappelle, ben, c'est le dévoilement de ce qui est caché. Et que donc, c'est uniquement si on fait cet effort, parce que ça nécessite un effort en quelque sorte, d'aller repérer ce qu'est ce trésor caché, ce dévoilement, hein, la vérité, que l'on pourra, à bien des égards, trouver les mots, encore une fois, qui soient en pertinence avec notre temps. Un des philosophes sociologues qui m'a beaucoup marqué, un philosophe allemand, je suis marqué par la philosophie allemande, qui s'appelle Georg Simmel, disait il faut toujours repérer quel est le roi clandestin d'une époque. Le roi clandestin d'une époque, c'est-à-dire finalement, au-delà de ce qui est officiel, de ce qui est censé régir cette époque, il y a toujours un roi clandestin. Et moi, pour ma part, c'est ce que j'appelais la centralité souterraine, c'est-à-dire la nappe phréatique, ce qui sustente une manière d'être, mais qui n'est pas forcément visible. Donc voilà, en quelque sorte, ce qui nécessite un effort. Et je pense que des instituts comme le vôtre, ben justement, renvoient bien, hein, cette association à cet effort intellectuel, se purger en quelque sorte de ces lieux communs, de cette bien-pensance, etc. Voilà mes présupposés qui sont à l'origine de tout ce que j'ai essayé de dire, d'écrire, et que je rappelle chaque fois, encore une fois, que l'on m'appelle, que l'on demande à ce que je parle. À partir de là, euh, encore une fois, quand on regarde ces époques sur la longue durée, je m'inspire ici d'un sociologue américain de la culture qui s'appelle Sorokin et qui montre, et bien d'autres l'ont montré, Nietzsche en philosophie, Karl Mannheim, Walter Pater dans l'histoire de l'art, etc., qu'il y a toujours un balancement entre des grands moments rationalistes, Apollon, et des grands moments, alors Sorokin dit sensualiste, moi je dirais émotionnel, Dionysos. Voilà. Et c'est ce balancement, moi, qui me paraît important et qu'il faut avoir à l'esprit pour comprendre ce qui est en gestation dans ce retour du sacré. Voilà. Alors, à partir de là, je le ferai en deux temps. Euh, Classique, il faut m'excuser là-dessus, je suis un vieux prof. Hein. Donc, diagnostic et pronostic. Diagnostic, encore une fois, ce qu'on est en train de quitter. Pour moi, vous avez compris, je suis un de ceux qui considèrent, c'est difficile à dire en France, qui considère qu'on est en train de quitter la modernité, les temps modernes, hein, qui va commencer au XVIIe siècle, Descartes, qui se fortifie au XVIIIe siècle, la philosophie des Lumières, qui se conforte au XIXe siècle, les grands systèmes sociaux, et qui fonctionne tant bien que mal tout au long du XXe siècle, jusqu'à la moitié à peu près du XXe siècle. C'est ça la modernité, les temps modernes. Et comme c'est en France en particulier, en Europe, mais en France en particulier, hein, j'ai bien dit cartésianisme, philosophie des Lumières, grands systèmes sociaux, que s'est élaborée cette modernité, il y a une vraie panique, une frousse, pour le dire un peu simplement, vis-à-vis de ce qui émerge, de l'autre époque qui est en train d'émerger. Et il y a beaucoup de difficultés, moi je l'ai vu d'un point de vue académique, à imposer non pas imposer, encore une fois, une vérité sur la postmodernité, mais tout simplement la constater et la décrire. Hein. J'ai lu Lyotard, Baudrillard, moi-même, enfin on était vraiment très peu à essayer de repérer ce qui est en train de cesser, donc cette modernité. Alors, cette modernité, le diagnostic que je peux faire quand je dis retour du sacré, c'est dans le fond le fait qu'il y ait, dans un premier temps, une résurgence de l'imaginaire. C'est ça le sacré. Euh, et je dirais que c'est cette résurgence de l'imaginaire qui est au fondement même de ce que, encore une fois, je suis de ceux qui appellent la société postmoderne. L'imaginaire, qu'est-ce que c'est finalement? C'est ce qui anime une société.
Quand je dis anime, je voudrais bien donner à ce terme son sens fort, c'est-à-dire ce qui redonne une âme, en quelque sorte, à une manière d'être ensemble. C'est ça la société, tout simplement. L'imaginaire, et je suis sûr que nombre d'entre vous sont là-dessus d'accord, c'est tout simplement une atmosphère, un climat. Hein. C'est la vieille idée, si je le dis en termes un peu plus soutenus, de Hegel, l'esprit du temps, le Zeitgeist. Je lisais il y a peu l'ouvrage d'un philosophe, je relisais, parce que je l'avais lu quand j'étais jeune, d'un philosophe espagnol qui s'appelle Ortega y Gasset, que je conseille si vous le trouvez. Il a été publié dans les années 30 en France, La révolte des masses. Ce n'est pas notre propos aujourd'hui, mais je considère que cette révolte des masses est particulièrement d'actualité. Et pour bien faire comprendre cela, Ortega y Gasset parlait il avait été formé par la philosophie allemande, en particulier kantienne, parlait de l'impératif atmosphérique, un peu à la manière de l'impératif catégorique de Kant, impératif atmosphérique, c'est-à-dire que l'atmosphère est un impératif. On est déterminé par cette atmosphère, et comme on est déterminé par un climat. Et je pense, voilà ce que j'appelle moi le retour de l'imaginaire. Difficile à dire parce que ce qui est dominant dans la pensée officielle, dans la société officielle, eh bien c'est, je dirais, une marxisation un peu bébête, un matérialisme vulgaire, dont la dominante, soyez attentifs à ce mot qui est un mot à la fois simple mais qui mérite d'être, il faut le penser, une conception économiciste du monde. Euh, Prévalence du matérialisme sous ses diverses modulations, je dis matérialisme vulgaire, et encore une fois qu'on va retrouver dans tous les discours officiels, que ce soit les discours politiques, journalistiques ou des fameux experts qui nous serinent les oreilles là-dessus. L'imaginaire, au contraire, et là-dessus, bien sûr, vous reconnaissez, moi, mes ascendances, mon maître Gilbert Durand, c'est de rappeler finalement que l'économie, le politique, le social sont directement tributaires de ces imaginaires collectifs, c'est-à-dire des rêves, des idées, des fantasmagories, peu importe en la matière. Il est une belle formule d'ailleurs de Max Weber dans L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, qui disait bellement, il disait pour comprendre on ne peut comprendre le réel qu'à partir de l'irréel, c'est-à-dire qu'à partir de ce qui est réputé irréel. J'ai bien dit, rêve, idée, fantasme, fantasmagorie, peu importe, mythe, etc. Voilà. Alors cette idée de comprendre le réel à partir de l'irréel, c'était quelque chose qui était encore une fois impensable. Et on voit bien comment, à partir du cartésianisme, mais largement, même Malebranche, j'y passe souvent, moi j'habite à côté de cette rue Malebranche, et je pense toujours à lui qui stigmatisait l'imagination et l'imaginaire comme étant, souvenez-vous-en, la folle du logis, c'est-à-dire ce qui ne permet pas le bon fonctionnement du cerveau. Donc voilà, il y a cette vieille tradition, alors que moi, à mon sens, ce retour du sacré, c'est tout simplement redonner ces lettres de noblesse à cet imaginaire sous ses diverses modulations. Et c'est cela que j'avais d'ailleurs en son temps appelé le sociétal. Maintenant, ce mot, j'en ai un peu honte parce qu'actuellement, c'était dans les années 70, dans ma thèse d'État, où, m'inspirant de la philosophie allemande, l'imaginal de Corbin-Durand, l'historial de Heidegger, l'objectal de Georg Lukács, j'avais dit sociétal pour rendre attentif justement à autre chose que le social rationnel. Encore une fois, cette nappe phréatique qui était le fondement même, qu'on ne le voit ou pas, de toute société. Alors voilà, je crois qu'il y a un décalage entre, encore une fois, la société officielle qui reste fondamentalement sur ce matérialisme, qui a caractérisé le modernisme, et puis quelque chose de diffus actuellement qui va aller contre, en quelque sorte, ce matérialisme. Et c'est ce que Gilbert Durand a appelé dans les structures anthropologiques de l'imaginaire, ce qu'il appelait les structures. Bon, le temps était au structuralisme à l'époque, mais les structures anthropologiques de l'imaginaire, c'était le premier 1960, à rendre attentif, encore une fois, à l'importance, à l'aspect fondateur de cet imaginaire, encore une fois, diffus et qui constituait la société. Alors voilà, moi, mon hypothèse, c'est de dire que
euh, ce matérialisme continue d'être officiel. Hein. Je ne vais pas le redire toujours, mais société officielle, société officieuse. Hein, et que nous, notre travail, c'est de repérer cette société officieuse émergente. Encore une fois, le fameux roi clandestin. Je pense que ce matérialisme ne correspond plus, et en particulier, ce fut l'objet pendant 35 ans dans le centre que je dirigeais, justement des évolutions des valeurs juvéniles, ne correspond plus à ces jeunes générations qui sont à nouveau éprises, je dis le mot très simple, d'enthousiasme. Je rappelle qu'en grec, entheos, ça veut dire Dieu en soi, Dieu en nous. Hein. On le retrouve, si ça vous amuse, je n'ai pas cherché la référence exacte, mais on le retrouve dans le Timée de Platon. Hein, et c'est lui qui rappelle que l'enthousiasme, c'est entheos, hein, c'est-à-dire ce Dieu en soi. Et je trouve que c'est ce qui est en jeu, bien évidemment, dans les passions, les émotions vécues en commun. J'ai un chapitre de mon livre qui s'appelle L'ère du nous. J'emprunte cette expression, d'ailleurs, qui n'est pas de moi, j'aime bien rendre à César ce qui lui revient à Heidegger, mais je pense que cette ère du nous va mettre de plus en plus contre l'individualisme officiel, contre l'individualisme moderne, contre le je pense cartésien, va mettre l'accent, encore une fois, sur le terme d'ailleurs est employé de plus en plus, sans qu'on y fasse bien attention, l'émotionnel. Je rappelle que l'émotionnel n'est pas un mot français. On a le mot émotif, etc. C'est dans le livre de Max Weber que j'ai cité, c'est pour décrire une ambiance qui nous dépasse, dans laquelle on baigne, et dont la liturgie, à bien des égards, en tout cas la liturgie de la tradition catholique traditionnelle, c'est là-dessus que cette liturgie mettait l'accent, sur cette dimension émotionnelle qui me liait à l'autre, en quelque sorte. Et là, il y a un décalage, encore une fois, entre cette émergence de cet imaginaire, dans le fond, pour moi, indice du sacré, indice, index. Hein, l'indice, c'est ce qui pointe, ce qui souligne quelque chose. Et puis ce qui reste officiel. Et que c'est uniquement si on arrive à repérer ce glissement que l'on pourra d'abord être en phase avec son époque et puis correspondre, bien évidemment, à cette époque et savoir véritablement la dire, l'analyser. En tout cas, moi, c'est ainsi que j'ai toujours compris mon travail d'intellectuel sur la longue durée. Alors, en deux temps, j'ai dit diagnostic et pronostic. Le diagnostic, c'est l'imaginaire moderne qui continue à être officiel, c'est-à-dire qui continue à être cet imaginaire de nos institutions, quelles qu'elles soient, que ce soit des institutions éducatives, politiques, économiques, peu importe. Hein, en termes un peu plus, en termes sociologiques, on appelle l'institué. Après, je dirais l'instituant. Mais en tout cas, l'institué, voilà, je vous donnerai trois caractéristiques essentielles. Il y en a certainement bien d'autres. Pour ma part, c'est la première des caractéristiques de cet imaginaire moderne, c'est une conception schizophrénique du monde. Le mot schizophrénique, je vous prie de m'en excuser puisque vous êtes plus compétent que moi, je l'emprunte ici à Gilbert Durand dans le sens étymologique du terme, c'est-à-dire ce qui fonctionne sur une schise, sur une séparation. Et cette schizophrénie va aboutir à ce qu'on a pu appeler un principe de coupure. Le principe de coupure, je le rappelle, il y a deux termes d'ailleurs intéressants. Ce qu'on retrouve, je le dis en français, dans toute l'œuvre de Hegel, et puis par après de Marx et des systèmes socialisants, c'est la séparation. Et dans l'œuvre de Freud, la grande idée freudienne, c'est la Spaltung, la coupure. C'est ça le principe, c'est ça la schizophrénie dans le sens anthropologique du terme, un principe de coupure. Voilà, je dirais, la première caractéristique de ce qui va être la modernité. La seconde caractéristique, je dis le mot un peu savant, je l'emploie, je l'utilise et je l'explique plus longuement dans mon livre, c'est une conception sotériologique. Alors là, la sotériologie, je le rappelle, c'est une exception culturelle, hein, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas dans d'autres traditions culturelles, dans d'autres traditions cultuelles. Mais ce qui va être la grande idée sémitique, alors juif, chrétien, islam, c'est-à-dire, dans le fond, un salut lointain. Et
Je rappelle d'ailleurs qu'il y avait l'économie du salut qui est devenue l'économie stricto sensu. La vraie vie est ailleurs. Et c'est ce que Max Weber a bien montré quand il a parlé justement de cette rationalisation généralisée de l'existence, aboutissant au fameux désenchantement du monde. Ensäuberung der Welt. On a traduit désenchantement du monde. Bon, il aurait mieux valu traduire des magifications. Zauber, c'est le sorcier. Et donc, il montre qu'il y a une démagification du monde au travers de ce rationalisme. Et ce rationalisme, c'est la sécularisation et l'athéisme qui vont prédominer tout au long du XIXe siècle. Ce n'est pas de ma compétence, mais ce que des économistes ont montré à juste titre, l'industrialisation, l'urbanisation massive, etc. Je rappelle que cette sécularisation a été théorisée. Je donne deux auteurs que vous connaissez certainement. Carl Schmitt, un de ses grands livres s'appelle Théologie politique, et je cite, si vous me permettez, juste une définition qu'il donne. Il dit « Tous les concepts prégnants de la théorie moderne de l'État sont des concepts théologiques sécularisés. » Concept théologique sécularisé. Et tout le développement qu'il fait renvoie à ça. Un autre philosophe allemand qui s'appelle Karl Levitt parle, dans son livre qui s'appelle Histoire et salut, parle de la sécularisation d'un modèle religieux. Et que c'est ce qui va amener le fameux progrès, ce qu'il appelle la foi dans le progrès. Voilà en quelque sorte ce qui est la conséquence de cette conception schizophrénique du monde et de cette conception sotériologique, c'est la sécularisation. Voilà. Et c'est ce qui va donner, moi c'était ma thèse d'État qui a été publiée en 1979, mon livre s'appelait La violence totalitaire, mais l'essentiel de ce livre c'est une critique du mythe du progrès, une critique du progressisme. Et que pour moi la vraie violence, c'est d'abord la violence de ce progressisme aidé de l'idéologie du service public et reposant bien évidemment sur une logique de la domination. L'aboutissement de cela, c'est mon troisième point dans cette diagnostic, c'est l'utilitarisme, ne vaut que ce qui sert à quelque chose. Heidegger, poussant jusqu'au bout cette idée d'utilitarisme, a employé une expression intéressante. Il dit « ustensilarité du monde ». C'est-à-dire, dans le fond, un peu à la manière, on a traduit ainsi ustensilarité, comment concevoir, dans le fond, l'autre, les autres, le monde, comme des ustensiles que je peux manipuler, que je peux manœuvrer. C'est ça, l'ustensilarité, en quelque sorte, qui fait que dans le fond, c'est à partir de cet utilitarisme, ustensilarité, domination du monde, c'est ça, l'homme comme maître et possesseur de la nature cartésienne, qui va aboutir à la dévastation du monde, et les saccages écologiques en sont l'expression. Bon, voilà, mon diagnostic, je ne vais pas aller plus avant, on pourrait continuer. Si je reprends ici une catégorie de Durand, on a là ce qui caractérise bien, et j'en ai souvent discuté avec lui là-dessus, le régime diurne de l'imaginaire. Régime diurne de l'imaginaire, c'est-à-dire uniquement les grandes lumières, en quelque sorte ce qui va évacuer le reste. Voilà les trois points de la modernité, donc schizophrénie, le futur et le rationalisme. Vous avez compris que de mon point de vue, c'est cela qui est en train de s'achever. Je dis bien, cela qui est en train de s'achever, en tout cas, même si ça reste, encore une fois, bien sûr, officiel. Alors, à partir de là, mon pronostic, et c'est ce que je développe en particulier dans mes derniers livres, eh bien, c'est qu'il y a une inversion de polarité. Et dans le fond, deux mots peut-être qui résumeraient, puisque j'ai dit que je donnais les racines, le livre, je vous conseille de le lire, il est fort intéressant, mais les racines de ce retour du sacré, c'est Leibniz, c'est-à-dire quand Leibniz va développer l'idée d'appetitus, l'appétit, et l'idée de Spinoza, conatus. Alors quand Spinoza va parler du conatus, souvenez-vous-en, c'est la force ou le désir d'exister. C'est, dans le fond, l'affect fondamental. Et c'est à partir, que ce soit dans l'appetitus de Leibniz,
que ce soit dans le Conatus de Spinoza, l'accent est mis essentiellement, je vous y rends attentif, sur l'immatériel. En quelque sorte, dire on ne peut comprendre le visible qu'à partir de l'invisible. Et alors, je me sers bien sûr de cette mise en perspective en consacrant tout, tout un chapitre d'ailleurs à ce qui est le rapatriement du spirituel. Je dis bien rapatriement du spirituel, quelque chose dans le fond qu'on avait évacué. C'est ça le désenchantement. Le rouleau compresseur du rationalisme évacue en quelque sorte des catégories essentielles, mais de mon point de vue, il y a un rapatriement. Alors, c'est-à-dire qu'à l'opposé de cette conception schizophrénique, il y a un retour. Alors, voilà l'expression que je propose, l'entièreté de l'être. Alors, je sais bien que le terme entièreté n'est pas un mot bien utilisé en français, ça le sera d'ailleurs. On dit que c'est une belgitude, c'est nos cousins belges qui utilisent ce mot d'entièreté. Moi, il m'a toujours plu pour décrire justement cette conception globale et pas un morceau, pas la schise, c'est-à-dire pas simplement le cerveau, mais en effet le sensible et la raison. Je m'appuie ici d'ailleurs, et je cite souvent dans mon livre saint Thomas d'Aquin, qui montre, l'expression latine est intéressante, nihil est in intellectu qui non fuit prius in sensu. Il n'y a rien dans l'intellect qui n'ait d'abord été dans les sens. Voilà ce qui est cette entièreté de l'être. Alors en termes plus connus actuellement, on dit holisme, c'est-à-dire quelque chose dans le fond qui fait que ce n'est plus le moralisme de l'économicisme qui va prédominer, mais au contraire, ce que j'ai là encore un oxymore, j'en donnerai d'autres, ce que j'appelle moi une éthique de l'esthétique, c'est-à-dire un ethos, l'ethos c'est le ciment, un ciment à partir des émotions partagées. Aesthesis en grec c'est ça, ce sont les émotions partagées. Et je trouve que c'est exactement ce qui est en jeu dans ces jeunes générations, Fontaine de Jouvence, contre justement l'utilitarisme, contre le fonctionnalisme, contre, en gros, une valorisation. On pourra presque là, sociologiquement, en montrer des quantités de manifestations, valorisation de ce qui est inutile. Pour moi, c'est ça le sacral. Ce qui rejoint d'ailleurs la sagesse populaire, et c'est bien plus beau quand c'est inutile. Et cela se voit, le besoin d'énergie intérieure, des termes de plus en plus employés, et en particulier dans les réseaux sociaux, le bénévolat, la solidarité, la générosité, le partage. Je rends attentif, moi, par exemple, à des mots très simples de la vie quotidienne. Colocation, covoiturage, coworking. C'est le cum latin, avec. Et il y a dans cet avec, si vous voulez, quelque chose qui est véritablement, justement, cet inutile, c'est-à-dire ce qui ne sert pas. Le prix des choses sans prix, si je puis dire ainsi. Voilà un peu pour moi ce qui est au cœur du sacré, c'est-à-dire non plus quelque chose qui est simplement quantitatif, voilà les deux mots essentiels, mais ce qui va être qualitatif. C'est ça le rapport entre le visible et l'invisible, en des termes plus simples, l'ordre symbolique finalement. Et c'est ce qui est en jeu, justement, puisque c'est un de mes dadas, cela depuis fort longtemps, ce qui est en jeu typiquement dans les tribus postmodernes. C'est ça l'ère du nous, non plus le jeu. L'idée cartésienne, qu'on le veuille ou non, a fortement marqué notre culture, le fameux cogito, ergo sum, in arcem meum. Je pense donc je suis dans la forteresse de mon esprit. Et c'est ces forteresses, si vous voulez, qui constituaient cet individualisme. Là, au contraire, dans les tribus, c'est ça l'ère du nous. Il y a le partage, l'échange, le co, sous ses diverses modulations. Et c'est ce co, moi, qui me paraît important, qui met en jeu l'imaginaire, je l'ai dit tout à l'heure, les rêves multiples et divers. Et là, on est du coup, si je reprends la catégorie durandienne, on est véritablement dans ce régime nocturne de l'imaginaire. C'est-à-dire plus simplement les lumières qui sont devenues quelque peu clignotantes,
mais au contraire, ben, l'apothéose en quelque sorte du clair-obscur de l'existence que je partage avec d'autres. C'est ça pour moi l'ère du nous, et c'est ça bien évidemment qui est... Frédéric a employé cet oxymore qui m'est cher, et que je développe, que je cite souvent et que j'analyse en particulier dans mon dernier livre, la transcendance immanente. C'est-à-dire, c'est ça le nous. Et la transcendance s'immanentise. C'est-à-dire, va concrètement constituer ben, ce qu'est la vie avec d'autres. Et pour moi, c'est ça qui est le fondement même de la vie quotidienne, c'est ça le sacral. Donc, vous voyez, ce qui va rendre ces lettres de noblesse, et je pèse ici mes mots, une signification ontologique du sacré. La signification ontologique du sacré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à l'opposé, ou plutôt ce qui a constitué la parenthèse moderne, l'époque moderne, c'était l'homo faber marxien. C'était, tel que je l'ai dit tout à l'heure, dans la sécularisation qui a prévalu au XIXe siècle, ce qu'on a interprété, Aristote, à mon avis, c'est plus riche, le politikon, le zoon politikon, l'homme politique, c'est-à-dire la prévalence du politique. Là, ce qui me paraît être en jeu, c'est le retour de l'homo religiosus, c'est-à-dire, en gros, se rendre compte que c'est le sacré qui fait l'humanité. Alors, c'est l'universalité de l'expérience religieuse. Bien sûr, les deux auteurs qui m'ont marqué à cet égard, c'est Rudolf Otto et c'est Carl Gustav Jung, puisque chacun souligne l'importance de l'expérience, j'insiste bien, de l'expérience religieuse. Le mot expérience est intéressant. Il vient du vieux français espérir, c'est-à-dire périr à soi pour naître à l'autre. Et l'expérience religieuse, c'est ainsi que Otto d'ailleurs parle du numineux. Le numineux, qui est au fondement même du livre de Rudolf Otto, eh bien, c'est percevoir en quelque sorte comment le sacré fait l'humanité, fait l'être ensemble. Dans le sens simple du terme, cette ontologie du sacré, vous voyez, je fais une inversion que j'emprunte ici à Heidegger, c'est penser les temps à partir de l'être. Alors que, en tout cas, dans les domaines, moi, que je connais, que ce soit philosophique ou sociologique ou psychologique, ce qui avait prévalu, c'était les temps, l'individu. Là, il y a quelque chose qui va dépasser l'individu et les temps, et c'est l'être. Alors voilà ce qu'est véritablement la religiosité. Il y a un néologisme qui a été proposé par un de mes collègues belges qui s'appelle Marcel Boldebal, qui ne l'a pas forcément très bien traité. Moi, j'ai rapté ce terme, Edgar Morin à sa manière également, c'est le terme de reliance. Et c'est un néologisme en français, mais renvoyant bien sûr à son sens latin religare, être relié, avec la signification en anglais reliant, qui est la confiance. La confiance, c'est la foi partagée. Voilà, à mon sens, ce qui est en jeu, si vous voulez, dans ce retour du sacré. Alors, on va retrouver des expressions de cet ordre chez Auguste Comte, chez Bergson, ce qu'ils vont appeler chacun à leur manière, dans leurs œuvres respectives, le grand être. Et le grand être, c'est intéressant parce que chez Auguste Comte, ce grand être, c'est ce qui met l'accent, je dirais, sur la relation de ceux qui sont vivants, de ceux qui sont morts, des dieux, des mortels. On retrouve cette idée d'ailleurs chez Heidegger quand il parle de la quaternité. Et là, pour ma part, j'ai consacré tout un chapitre dans ma nostalgie du sacré à la Trinité, mettant l'accent sur le fait que cette Trinité, essentiellement, ce fameux mystère de la Trinité dans la tradition catholique, dans la tradition chrétienne en général, ben c'est le relationnisme, la mise en relation des diverses personnes constituant ici cette Trinité. Et c'est à partir de là qu'on peut rentrer, moi c'est en tout cas mon hypothèse, dans cette... alors j'emprunte ici encore une expression, je l'explique dans mon livre, sur ce que Carl Schmitt appelle l'époque théogonique. L'époque théogonique, c'est justement un nouveau rapport à la nature, un nouveau rapport à la terre, l'écosophie, un nouveau rapport, en bref, à l'altérité. Souvenez-vous qu'Auguste Comte, quand il définissait la société à la fin du XIXe siècle, disait reductio ad unum.
réduire à l'un, c'est-à-dire une réduction de choses plurielles, de ce qui était le vécu sous ces diverses modulations. Moi, je pense qu'il y a en quelque sorte le retour à l'altérité. Et dans le fond, le sacral, ce n'est pas autre chose. C'est tout simplement l'altérité du groupe, la communauté, j'ai dit tribu, l'altérité de notre rapport à la nature, ne pas la réduire, ne pas la dominer, ne pas l'exploiter, et l'altérité que représente la déité, que représente le spirituel sous ses diverses modulations. Alors voilà, je dis théogonie, peu importe, on pourrait parler de... c'est Goethe qui parle d'une conception démonique, hein, le daimon. Heidegger aussi, le démonique m'a atteint de plein fouet. Et c'est à partir de là qu'il montre comment cet invisible peut nous permettre de comprendre ce visible. Voilà pour moi ce qui est en quelque sorte l'élargissement dans nos sociétés, au-delà de ce que fut véritablement la réduction. Hein. Je crois qu'il faut avoir à l'esprit ce mot qu'on tient. Hein, la réduction moderne a réduit l'autre, a réduit l'altérité. Et là, encore une fois, même si ce n'est pas explicité de cette manière-là, dans les tribus, dans l'être ensemble, dans le retour multiforme de ce désir de participer à l'autre, il y a encore une fois quelque chose qui nous renvoie bien évidemment à cette altérité. Voilà, c'est le contraire du régime schizophrénique. C'est quelque chose qui, dans le fond, je sais que ce que je dis là peut avoir de choquant, c'est le retour aux valeurs traditionnelles. Hein, c'est-à-dire, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le rythme de la vie, et je rappelais qu'au plus proche de son étymologie, en grec rhéo, rhéin, en grec, c'est ça le rythme. C'est un écoulement à partir d'un point fixe. C'est le contraire du progressisme. C'est la philosophie progressive. C'est la progressivité. Mais la philosophie progressive n'est pas du tout simplement du progressisme. C'est le fait d'intégrer des éléments traditionnels. Voilà, en conclusion, et en effet, c'est ce que, pour ma part, là c'est peut-être l'oxymore qui est l'oxymore essentiel de tous mes livres, l'enracinement dynamique. Et cette idée d'enracinement dynamique, eh ben, c'est montrer que toute plante, que la plante humaine, comme toute plante, a besoin de racines pour croître. Hein, et qu'il y a cette nécessité. Alors le terreau, la mémoire pourrait à bien des égards être, cet élément de racine à partir duquel on peut croître. Voilà, le paradoxe final de ce sacré, de cette nostalgie du sacré, c'est la seule définition que je me suis permis de donner de la postmodernité, c'est la synergie de l'archaïque et du développement technologique. Alors l'archaïque, ben voilà, c'est les archétypes. Arché, c'est ce qui est premier, ce qui est fondamental, pas ce que l'on a traduit comme étant dépassé. Arché, c'est bien ce que je viens de dire, premier, fondamental. Et que curieusement, ce retour de l'arché, mémoire, tradition, etc., trouve l'aide du développement technologique. Ce que nous sommes en train de faire à l'instant, je rappelle que 70% du trafic d'Internet, ben, c'est des réseaux de discussion philosophiques, érotiques ou religieuses. Moi, comme je m'intéresse beaucoup à saint Thomas d'Aquin, j'ai trouvé des dizaines de groupes de recherche de jeunes gens hein, qui travaillent sur cette philosophie thomiste du XIIIe siècle, ou Saint Bonaventure, ou Saint Herbert le Grand. Voilà, et c'est ça le paradoxe. Et c'est ce qui fait qu'à mon avis, on est en train de passer du désenchantement du monde à ce que j'ai appelé le réenchantement du monde, en prenant le contre-pied, bien évidemment, de la pensée weberienne. Un des numéros des cahiers européens de l'imaginaire que je dirige s'est intitulé Technomagie. Et technomagie, ben, c'était de rendre attentif justement à cette dimension de la magie qui revient grâce, en quelque sorte, à la technique. Voilà. En conclusion, on avait deux modèles, en gros, explicatifs du monde. La flèche du temps progressiste, hein, j'ai bien dit, c'est tous les systèmes sociaux, ceux à partir de la tradition, de la philosophie de l'histoire hegelienne, des grands systèmes sociaux marxiens, etc. Voilà, ça c'était notre interprétation, c'était le linéarisme, hein, ce par quoi j'ai débuté tout à l'heure. À l'opposé, il y avait le cercle, le retour du même. Moi, la métaphore que j'utilise et que je propose à la réflexion, c'est la spirale. Ni la flèche, ni le cercle, mais la spirale. En gros, c'est cela l'enracinement dynamique. Et de ce point de vue, la tradition spirituelle s'inscrit
dans cette spirale. Il est un philosophe et sociologue qui m'a marqué, qui s'appelle Max Scheler. En faisant ces notes, j'ai oublié de chercher la référence exacte, mais regardez Max Scheler. Un de ses livres a été traduit à Fribourg, en Suisse, il y a une dizaine d'années. C'est 6 essais philosophiques et religieux. Et un de ces essais s'appelle Ordo Amoris, l'ordre de l'amour. Et voilà un peu moi ce qui est en quelque sorte mon hypothèse dans ce retour du sacral, c'est-à-dire quelque chose qui, à bien des égards, voit cet ordre de l'amour, cet ordo amoris renaître, là où au contraire, il y avait eu, souvenez-vous de ce que je disais en citant Descartes tout à l'heure, l'enfermement dans la forteresse de mon esprit. Voilà un peu ce qu'est pour moi cette nostalgie du sacré. J'ai bien dit que j'aurais préféré mettre retour du sacré, mettant l'accent sur le dépassement du jeu, le dépassement, encore une fois, de l'individu, mais au contraire, le retour de la personne. Retour de la personne s'exprimant dans la communauté. J'avais dit tribu à l'époque, maintenant je dirais l'idéal communautaire. Voilà en quelque sorte ce qui me paraît être en jeu. Alors, c'est quelque chose qui est difficile à dire, mais à mon sens, il y a là, et il faut accepter cette vision prophétique. J'ai toujours rappelé que le prophète n'était pas celui qui disait avant, mais en grec, prophémie, c'est celui qui dit devant. Et j'emprunte cela à une belle formule de Léon Bloy, il dit le prophète est celui qui se souvient de l'avenir. Voilà. Et si on sait se souvenir de l'avenir, c'est-à-dire enraciné dans la tradition, en vivant au présent, que l'on pourra comprendre ce qui est en jeu. Voilà, cher ami, ce que je voulais proposer à votre réflexion. Et je suis à votre disposition. Alors, si vous avez des questions, il vous suffit juste d'ouvrir votre micro. Alors, je crois que c'est Patricia qui a ouvert son micro. Là, j'ai rien entendu. Non, Patricia? Oui, Oui, vous avez ouvert votre micro. Vous vouliez poser une question? oui, je l'éteins. Bonjour. Bonsoir Frédéric. Non, j'ai eu beaucoup de mal. J'avais pas d'internet, donc malheureusement, j'ai pas tout suivi. Mais non, je le coupe. Ouais, apparemment, il y a un problème de connexion. Malheureusement, j'ai pas tout suivi. Mais ça va, j'ai quand même réussi à me connecter quelques fois. Stanislas. Oui, bonsoir Michel. Après cette explication de votre livre, je voulais vous demander, en ayant bien écouté, il y a 2 mots qui m'ont interpellé. Je voulais savoir si vous êtes plutôt dans l'enthousiasme ou dans l'espérance. Alors, j'en sais rien. Vous savez, quand j'écris ou quand je parle, je fais attention, je ne fais pas état de mes convictions. D'ailleurs, Frédéric l'a souligné tout à l'heure, mon propos est toujours une espèce de constat. Oui, c'est ce que j'avais remarqué dans votre livre. C'est pour ça que je me permets de vous poser cette question au niveau personnel. Voilà. Un constat, c'est-à-dire je constate un certain nombre de choses. Alors, on ne se purge pas tout à fait de ce que l'on pense vraiment. Et peut-être qu'il y aurait, alors je vais vous le dire puisqu'on n'est pas nombreux et à quelques-uns, pour moi il y a plutôt de l'enthousiasme. C'est ce que je pensais. Il y a toujours il y a de l'enthousiasme, c'est-à-dire que je considère que ce matérialisme qui a marqué la modernité a fait son temps et surtout a abouti à cette société déshumanisée dans laquelle nous vivons.
je vais publier au mois de janvier, je vous le dis, c'est un petit livre, un petit pamphlet, où je rassemble tous mes articles que j'ai publiés dans cette période que nous sommes en train de vivre actuellement. Et je vais intituler ça « L'ère des soulèvements ». Et je pense, si vous voulez, qu'il va y avoir de plus en plus des soulèvements contre cette société déshumanisée. Et que le religieux, de ce point de vue, est en train de redonner une force et vigueur à ces soulèvements. Voilà, c'est une réponse, pas tout à fait, je ne veux pas trop répondre, mais disons que je suis plutôt, et c'est une manière euphémique, je suis plutôt satisfait de ce qui est en jeu actuellement. Voilà. Je ne devrais pas dire ce que je viens de dire. Je vous remercie. Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ah, très bien. Alors, merci à l'association et au professeur Maffesoli pour cette très belle intervention. Vous avez cité Jung, évidemment, comment ne pas le citer? Il a tellement écrit sur tout et avec des pensées très, très profondes, originales. Et je me souviens que dans un de ses livres, dont je ne me souviens plus le titre, il écrivait quelque chose sur la lumière de la Lune, qui séparait donc les choses, qui permettait de voir les choses séparément, de faire la distinction entre les choses. La lumière de la Lune était comme si elle les confondait, ou même mieux, les unissait. Donc elle permettait d'avoir une perception d'ensemble. Donc une espèce de conscience différente des choses. Voilà. Ce qui me paraît rejoindre tout à fait ce que vous avez dit, quoi. Une Tout à fait. Nouvelle manière d'appréhender les choses qui est en train de naître et qui va dépasser la skise dont vous parliez. Non, mais bien sûr, vous savez, moi, je l'ai dit, j'ai cité qu'une fois ici son nom, mais Jung me paraît être un des auteurs fondamentaux pour comprendre la postmodernité. Et personnellement, j'ai dans ma bibliothèque toute l'œuvre de Jung, si vous voulez, et que je lis et que j'ai lu et que je relis constamment. Et par rapport à ce que vous venez de me dire, une phrase, tenez, que je vais vous dire que j'ai sauté puisque j'ai vu que je prenais un peu trop de temps. Je vous la cite exactement, qui est une phrase de Jung, c'est « Contre la prévalence de la lumière solaire apollinien, culminant dans la philosophie de l'Aufklärung, la dépense est une théophanie du lunaire. Théophanie du lunaire. C'est une sorte d'apothéose de la nuit, c'est-à-dire du luxe nocturne de la fantaisie. » Belle phrase, s'il en est. Hein, c'est-à-dire, en quelque sorte, ça renvoie, si vous voulez, cette théophanie du lunaire qui se rapproche de ce que vous venez d'indiquer, met l'accent, comment le dire, sur ce rapport entre l'ombre et la lumière. Voyez, c'est-à-dire que dans le fond, l'Aufklärung et puis les lumières, enfin, puis ça a pris toute une série de termes dans diverses langues, avait pour ambition d'évacuer l'ombre. Mais qu'est-ce qu'un homme sans ombre? C'est un zombie. Et moi, pour ma part, j'ai essayé toujours d'insister sur le fait qu'une société sans ombre n'existe pas. Et que le grand fantasme, encore une fois, de l'oligarchie actuellement au pouvoir, sous ses diverses modulations, c'est la lumière. Hein, c'est les fameuses valeurs républicaines, enfin des quantités d'expressions qui ne veulent plus dire grand-chose, mais qui renvoient effectivement à cette conception évacuant le clair-obscur de l'existence. Voilà. Moi, pour ma part, il y a d'ailleurs un livre qui a été écrit sur moi, qui est paru au Québec et qui est sur le clair-obscur. Enfin, je ne sais plus le titre exact de ce livre, mais c'est quelque chose de cet ordre. Alors voilà, par rapport à ce que vous nous indiquez, retenons cette expression jungienne, théophanie du lunaire. Et cette théophanie du lunaire, moi, me paraît être justement une manière, en quelque sorte, d'accepter, comment dire cela, la complexité,
la complétude de ce que chacun d'entre nous est et de ce qu'une société dans son ensemble est. Bonsoir, je ne sais pas si on m'entend. Oui, on t'entend, Mila. Oui, bonsoir, professeur. Bonsoir à tous aussi. Je vous ai donc écouté attentivement et vous avez mentionné la notion du rythme qui m'est très chère puisque je suis chanteuse. Et vous dites qu'il faut partir d'un moment immobile et de laisser un petit peu s'organiser la personnalité, le son, pour que le rythme prenne forme. Est-ce que j'ai bien saisi? Oui, bien sûr. Voilà, moi j'ai un de mes livres qui s'intitule Le rythme de la vie. Et Oui. dans ce livre, je développe bien sûr tout ce que vous venez de dire et ce que j'ai dit rapidement tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'il faut un point fixe pour pouvoir rythmer. Moi, j'aime beaucoup, je dois dire, j'aime beaucoup la danse et je fais, j'organise, enfin, je participe quand je fais une fête à la valse, par exemple, et je montre toujours que pour être un bon valseur, il faut avoir un pied bien fiché en terre. Il faut avoir et que c'est à partir d'un pied bien fiché que l'on peut avoir ce rythme effréné de la valse, par exemple. Voyez, et donc, oui, ben voilà, le rythme peut se résumer dans ce que je viens de dire concernant la valse, si vous voulez. Et de mon point de vue, c'est pour... Alors maintenant, au-delà de la métaphore, ce à quoi je veux rendre attentif derrière tout cela, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la tradition. C'est ce que l'on avait cru oublier. Il est un mot que je n'ai pas dit et que j'aurais dû dire, qui était vers la fin de mon propos. J'appelais ça la cryptomésie. Cryptomésie, ça veut dire la mémoire de ce qui était caché, de ce qu'on avait oublié, en quelque sorte. Et c'est un terme qui dit bien ce que ça veut dire. Cryptomésie, c'est le retour de la tradition. Et pour moi, le retour du sacré s'inscrit bien évidemment dans cette idée-là. Et là, je suis assez audacieux dans cette nostalgie du sacré, dans mon dernier livre, parce que je mets l'accent, et d'ailleurs j'ai déjà été critiqué, je serai critiqué là-dessus, c'est-à-dire qu'on va dire c'est traditionnel. C'est une valorisation du traditionnel. Alors que tout simplement, si je puis le dire ici au travers d'une expression heideggerienne allemande, Schritt zurück. Alors le Schritt zurück, si on le traduit un peu simplement, c'est le pas en arrière. Mais dans la tradition heideggerienne, c'est le pas en amont, c'est-à-dire le pas dans ce qui est l'originel, dans ce qui est l'originaire. L'originaire est originel. Vous voyez, on pourrait dire l'originel est original, si je puis dire. Enfin, si on peut s'amuser ici sur les mots. Voilà, c'est un peu cela. Mais en effet, la valse est un des éléments pour nous faire comprendre cette idée-là. En tout cas, de mon point de vue, je m'en suis servi à titre personnel pour essayer de rendre attentif à ce rythme de la vie à partir d'un point fixe. À partir de quoi va s'écouler un fleuve, par exemple, et tout à l'avenant. Gilbert Durand, que j'ai cité plusieurs fois, a d'ailleurs il a dans son œuvre qui est une œuvre pour moi grandiose, il a une expression intéressante, il parle du bassin sémantique, c'est-à-dire comment va se constituer le sens. Et il montre bien, si vous voulez, que c'est parce qu'il y a quelque chose, une source, qu'il va y avoir le fleuve, qu'il va y avoir, etc. Enfin, c'est ça le bassin sémantique. Et au-delà de la dimension hydraulique, ben c'est un peu ainsi que se constitue le sens. Voilà. Et on l'avait oublié dans le fameux progressisme. Le fameux progressisme, c'est-à-dire c'est demain, un peu plus tard, c'est le lointain. Là, c'est autre chose qui est en jeu. Voilà. Voilà un peu ça. Très bien. Et donc, quand on change de rythme, comme ça nous arrive en musique, qui décide de changer le rythme pour arriver à cette notion de spirale? Ah, ah.
Alors là, Comment on fait? si vous me permettez, là, je serai pour une fois, puisque je n'aime pas beaucoup les étiquettes, mais je serai assez sociologue là en la matière, hein. Euh, Dans le fond, de mon travail, c'est cette grande dame de la pensée qui s'appelle Hannah Arendt qui dit on a une idée dans sa vie, et puis on tourne autour de cette idée. Voilà. Moi, j'ai eu une idée, pas plus. Après, j'ai essayé de la développer dans tous mes livres. Et cette idée qui était dans ma thèse d'État, qui est le premier chapitre d'ailleurs de ça, c'est le pouvoir et la puissance. Alors, c'est ça ma réponse exactement. Vous voyez, le pouvoir, c'est l'institué. La puissance, c'est l'instituant. Et pour moi, la puissance, c'est la puissance populaire. Quand ça marche bien, il y a un rapport entre la puissance populaire et le pouvoir institutionnel, entre l'instituant et l'institué. Nous sommes dans un moment où il y a un décalage entre la puissance et le pouvoir. Alors, quand vous me dites qui va, eh bien, moi je dirais c'est la puissance. C'est-à-dire, en effet, le peuple qui va se révolter. Voilà, excusez-moi de vous dire ça comme ça, un peu brutalement, mais je pense que c'est ce qui va se développer de plus en plus. Merci beaucoup, professeur. Alors, est-ce qu'on a d'autres analystes qui veulent se révolter? Oui, Moi, je suis révoltée. Donc, en fait, bon, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. C'était passionnant. Et alors, il y a une chose qui me frappe comme ça, c'est pas forcément une question, mais je trouve ça très intéressant de voir qu'on oppose le côté schizophrénique, donc principe de coupure, de séparation et d'individualisme à ce qui émerge aujourd'hui de l'ère du nous, du tout, qui finalement, c'est là qu'on a le retour de l'altérité. Parce que pour moi, l'altérité, ça implique quand même une certaine forme de séparation. Et je trouve ça très intéressant de voir que finalement, c'est dans le retour au global, au partagé, au koum, que finalement, on puisse imaginer que c'est là qu'on revient finalement à l'altérité. Enfin, en tout cas, je comprends ça, mais je trouve ça assez intéressant. Et la deuxième chose, là, qui est peut-être plus une question, c'est aujourd'hui, beaucoup chez les jeunes, avec aussi des générations plus vieilles, mais en tout cas, ce que j'observe beaucoup, c'est en tout cas, l'émergence ou la réémergence de tout ce qui est autour des soins énergétiques, d'une culture comme ça qui peut sembler un peu ésotérique, de liens avec les morts qui sont parmi nous. Enfin, voilà, il y a pas mal autour des soins non conventionnels notamment. Et je me demandais si ça faisait lien avec ce que vous expliquez du retour à l'imaginaire, enfin de ce retour à la religiosité en fait, parce que c'est une forme de retour à la spiritualité en fait. Oui, oui, je vous remercie tout à fait. Bon, je ne sais pas si je pourrais vous répondre en totalité. Il faudrait que je fasse une autre conférence. Disons que, vous voyez, ma réponse serait la suivante. Vous avez compris, hein, je pense qu'il y a en gros des ambiances différentes suivant les époques, hein, des climats. Hein, j'ai insisté sur c'est ça l'imaginaire, c'est des climats différents. Et qu'on est en train de quitter le climat moderne. Alors, comment le dire cela? Ce qui est de base, c'est l'individualité. L'individualité, c'est une réalité physico-chimique. Vous êtes vous, je suis moi. Voilà. Ça c'est l'individualité. Parfois, cette individualité prend la forme de l'individu. L'individu séparé des autres. L'individu enfermé, j'ai bien dit, dans la forteresse de son esprit, etc. Parfois, cette individualité prend la forme de la personne. Persona, vous le savez, c'est le masque. C'est-à-dire que donc, l'individu a une identité. La personne a des identifications multiples. Et que suivant mes appétences, je vais revêtir tel masque. Là, maintenant, j'ai le masque du professeur bon chic, bon genre.
Ce soir, si je vais traîner dans les boîtes malfamées de mon quartier, j'aurai une autre vêture, bien évidemment. J'aurai un autre masque. Je suis aussi consultante en images, donc je sais de quoi Pardon. vous parlez. J'aurai un autre masque à moi. Les images, ouais. Pour moi, c'est ça la différence entre l'identité de l'individu et les identifications de la personne. Et que ce qui est en jeu actuellement, il y a ces identifications. Alors, à quoi ça aboutit cela? Encore une fois, je voulais le dire, puis je ne l'ai pas dit, c'est chez ces jeunes générations deux oxymores. Ce que j'appelle le corporéisme mystique ou le matérialisme spirituel. C'est-à-dire, oui, ils ont envie du corps, mais en même temps, une appétence pour la mystique. Je dis mystique dans le sens fort du terme, sous ses diverses formulations. Hein. Oui, il y a du matériel, mais un matériel spirituel. Vous voyez, c'est cette espèce de conception oxymoronique qui me paraît, l'oxymore est la figure rhétorique pour moi de la postmodernité. C'est et, non pas ou, mais et. Et alors cela, encore, permettez-moi, je vous prie de m'excuser de citer encore Gilbert Durand et Corbin d'ailleurs, parlent des orients mythiques. Et donc dans le fond, oui, c'est l'appétence pour le tantrisme, c'est l'appétence pour le yoga, c'est l'appétence pour ceci. Moi, je suis très souvent au Brésil, et donc je vois l'appétence pour le candomblé, pour le Shango, etc. Et c'est intéressant de voir qu'il y a ça, et en même temps, je dirais, quelque chose qui va renvoyer au corps, à la jouissance. Vous voyez. Alors voilà un peu, moi, ce qui me paraît être, c'est ce en même temps qui me paraît caractéristique de la personne. Vous voyez, j'ai dit tout à l'heure, être enfermé dans la forteresse de son esprit. In arcem meum, cogito ergo sum. Et là, il est un mot juvénile qui me paraît intéressant, c'est « je m'éclate ». Dans ce « je m'éclate » juvénile, c'est la forteresse qui s'éclate. C'est-à-dire quelque chose qui fait que je n'existe que par et sous le regard de l'autre. Et du coup, ce que je dis est grave. C'est-à-dire que ce n'est plus la liberté qui est en jeu, c'est la dépendance. C'est ça l'ordo amoris. L'amour, c'est la dépendance. Donc on est toujours dans la dépendance de l'autre et c'est ce qui va choquer, bien évidemment, la bien-pensance officielle. Ordo amoris. Merci. Merci beaucoup. Oui, Stanislas. Bonsoir, c'est Marc. Bonsoir Marc. Ouais, j'ai une petite question anecdotique, comme d'habitude. Je voulais demander au professeur s'il connaît l'opéra de Richard Strauss, La femme sans ombre. Puisque ça, il a parlé de quand on n'a pas d'ombre, on est un zombie. Malheureusement, moi, je connais l'existence de cet opéra. Je crois que je l'ai même vu à Garnier, mais je ne m'en souviens plus du synopsis. Est-ce que ça vous dit quelque chose, professeur? Non, je ne connais pas cet opéra. Je n'ai pas osé c'est amusant. Je vais regarder, je vais me repérer. Mais il se trouve que L'homme sans ombre, c'est un roman de Schelling, un romancier allemand, justement, du 19e. Et qui est cet homme sans ombre. Alors, il faudrait voir s'il n'y a pas un rapport entre cet homme sans ombre, si vous voulez, de Schelling, et le Strauss sur vous m'avez dit, je n'ai pas entendu, La femme sans ombre, non? Oui, c'est ça, le titre, c'est La femme sans ombre. Sans ombre, voilà. Alors, non, je ne le connais pas, et je vais regarder s'il y a un rapport entre cela et ce fameux homme sans ombre, qui est un des grands romans du romantisme allemand du 19e siècle. Voilà, mais je ne connais pas l'opéra de Strauss. Merci. Oui, bonsoir, j'ai une question. C'est Catherine. Bonsoir Catherine. Vous m'entendez bien? Oui. Voilà, j'ai une question par rapport aux institutions. On connaît nos institutions aujourd'hui, à notre époque moderne. Comment, professeur, vous voyez ce qu'on pourrait peut-être appeler différemment que les institutions, mais voilà, dans l'époque postmoderne, qu'est-ce que vous voyez à la place de ces institutions ou comme ces institutions? Donc, vaste question. Bon, alors, comment vous dire ça? Vous voyez, j'ai dit très rapidement, trop rapidement, encore une fois, qu'il y avait des époques. Hein.
Parenthèse. Les époques, cela a été dit d'un point de vue économique, ça a été dit d'un point de vue anthropologique, philosophique, il y a des quantités de noms, et Gilbert Durand en est un, Michel Foucault à sa manière, etc. Une époque, ça dure 3-4 siècles. Et alors, il y a des différences suivant les auteurs, suivant les disciplines, quant à la temporalité, etc. Mais entre les époques, il y a des périodes. Les périodes durent quelques décennies. Et en gros, mon hypothèse, c'est que nous vivons une période. On est en train de, peu à peu, de se rendre compte qu'est en train de cesser l'époque moderne. Quelque chose d'autre est en train d'émerger que l'on ne sait pas nommer et qu'on peut appeler post-modernité, tout simplement, ce n'est pas autre chose. Et puis, donnons-nous rendez-vous, si vous le désirez, dans 100 ans, et là, on aura bien évidemment le nom de ce que on est en train, de ce qui, l'époque qui sera arrivée. Mais dans cette période qui a commencé, de mon point de vue, dans les années 60, et qui va encore durer pas longtemps, mais quelques années, eh bien, ça grouille. C'est-à-dire, on ne sait pas, on voit très bien ce qui est en train de cesser, on ne sait pas très bien ce qui va naître. Alors, de ce point de vue, mais dans ces périodes, soyons clairs, dans ces périodes continue à perdurer ce que j'ai appelé la société officielle, c'est-à-dire les institutions, les nôtres, institutions familiales, institutions éducatives, institutions politiques, etc. Ça dure ce que ça dure, cette période. C'est-à-dire, les astrophysiciens ont une très belle expression. Ils disent, on voit pendant longtemps la lumière d'une étoile morte. L'étoile en est morte et puis ça continue un peu à exister. Je pense que c'est ce qui est en jeu actuellement. Alors, sinon, il y a actuellement une accélération, et je vous renvoie à ce petit livre pamphlétaire que je vais publier en janvier, qui va s'appeler « L'ère des soulèvements », où je commence avec les Gilets jaunes, et je fais tous les chapitres que j'ai publiés ces derniers mois sur ce qui est en train de se passer dans cette pseudo-pandémie, à propos de cette pseudo-pandémie. Et donc, le fait qu'il va y avoir des soulèvements multiformes, qui ne seront plus de l'ordre du politique, qui ne seront plus de l'ordre de la révolution, programmée, c'est parti, ni de l'ordre de la conservation des conservateurs. Mais plutôt, si je fais image un peu, moi je suis un montagnard, et quand on regarde les lacs de montagne, l'eau de ces lacs sont étales. Et puis en dessous, ça grouille. Et de temps en temps, vous avez des grosses bulles avec des métastases qui sont violentes, mais qui peuvent cesser rapidement, jusqu'à ce qu'à nouveau d'autres bulles renaissent. Et voilà mon hypothèse. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, on est en train d'assister à la fin de ces institutions, et puis ce qui va se dégager, c'est ce qui va être de l'ordre de la proxémie, les voisinages, les communautés. Moi, j'ai parlé d'un idéal communautaire en gestation. Ces fameuses tribus, qui sont dans le fond, dans les mégapoles postmodernes, tribus sexuelles, tribus musicales, tribus religieuses, tribus sportives. C'est-à-dire, Internet aidant, le partage d'un goût. Pour moi, c'est ça, partage d'un goût. C'est ça le religare, c'est ça la religion, la religiosité de diverses manières. Et alors voilà, je suis incapable dès lors de vous dire ce qui va prendre la place de ces institutions qui sont en voie de capilotade. Mais on sent bien qu'il y a un grouillement actuellement, et on voit ces processus de le ceci, co cela, co ceci, etc. Et c'est ce qui, à mon sens, va constituer en gros la société déjà d'aujourd'hui et de demain, Internet aidant, réseaux sociaux aidant, à mon avis. Voilà. D'accord, merci. Peut-être juste rajouter quelque chose à la réflexion qui vient d'être faite. Il me semble que Gilbert Durand le rappelle, dès qu'une idée est instituée, elle meurt. Et il nous fait bien comprendre que tant qu'une idée reste à l'état sauvage, elle assure la vitalité d'un être ensemble. Et tu fais souvent référence à Pierre Clastres, qui a écrit un ouvrage majeur, La société contre l'État. Et il explique que chez les tribus Guayaki, il y a tout un ensemble de rituels
qui empêchent finalement les valeurs d'être institutionnalisées. Donc, on a une société qui empêche le devenir étatique. Est-ce qu'on n'a pas finalement affaire à ce processus aujourd'hui? On parle d'ensauvagement. Est-ce que finalement, on n'est pas aussi dans des phénomènes où il y a une sorte de refus de l'institutionnalisation des valeurs postmodernes? Est-ce qu'on n'assiste pas à ça aussi? Oui, tu as raison. Bon, à mon sens, ce n'est pas encore institutionnalisé, les valeurs postmodernes, hein, parce qu'il faut se dépatouiller par rapport aux valeurs modernes. Hein, et les divers soulèvements qui vont se développer, à mon sens, alors révolte, insurrection, soulèvement, peu importe le terme qu'il convient de dire, peut-être faudrait-il dire d'ailleurs révolution dans le sens étymologique du terme, revolvere, hein, ce qui voit revenir des choses que l'on avait cru dépasser. C'est ce grouillement. Hein. Durand d'ailleurs parle du grouillement culturel. Hein. Et d'ailleurs, il a un mot plus fort que grouillement, il dit fourmillement. Hein. Et l'idée du fourmillement, c'est un peu comme le fourmi, hein, c'est un peu quelque chose. Et pour moi, c'est ce qui est en jeu actuellement. Alors, c'est vrai que quand ça s'institutionnalise, je suis d'accord. Là, c'est le début de la mort. Hein. C'est quand, moi, je me suis amusé à montrer comment le rapport à l'innamoramento, hein, l'énamourement en français, l'innamoramento en italien, va devenir la tétanie conjugale. C'est-à-dire, ce qui était l'acte fondateur de l'amour va se rigidifier en tétanie. On a pu montrer comment, moi je suis un fanat de l'œuvre de Thomas d'Aquin, comment l'œuvre de Thomas d'Aquin est devenue la dogmatique. On a pu voir comment les révolutions, la dictature du prolétariat est devenue une dictature sur le prolétariat, hein, avec le communisme, etc. On voit comment ça. Je l'ai formulé, ma seule loi, tu dois la connaître, tu me l'as entendu dire, l'anomique d'aujourd'hui est le canonique de demain. Hein, c'est-à-dire ce passage de l'anomique au canonique. Hein, et là, bon, voilà, c'est ainsi. Mais nous ne sommes pas encore dans le moment du canonique. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plutôt, on est dans ce moment du fourmillement, du grouillement. À mon sens, ce qui est en geste, bon, ma sensibilité, je peux le dire puisque je l'ai écrit, ma sensibilité est une sensibilité plutôt tout à fait libertaire. Et un auteur que je cite de temps en temps, bon, Clastres en est un, mais c'est Élisée Reclus. Élisée Reclus était un géographe de la fin du 19e siècle, très connu, qui a fait des œuvres de géographie, était un théoricien de l'anarchie. Et il disait l'anarchie, c'est l'ordre sans l'État. Voilà. Et donc, dans le fond, de mon point de vue, c'est quelque chose de cet ordre qui est en gestation. Un ordonnancement du monde sans qu'il y ait la dimension verticale. La dimension verticale, c'était le sachant, c'était le pouvoir surplombant, c'était l'étatisme. Internet aidant, il y a une horizontalisation. C'est plus la verticalité. On peut dire qu'on comprend une société à partir du topos, hein, d'une topique. Eh bien, la topique moderne était verticale. La topique en gestation est pour le moment une topique horizontale. Alors, je suis conscient qu'il est possible, il est même certain, que cette horizontalité va se redresser. C'est ça, tu vois, c'est-à-dire que va devenir institutionnelle. Mais pour moi, nous ne sommes pas encore en ce moment-là. Je crois que je ne le verrai pas. Tout à fait. Et il y a une autre punchline assez culte que tu utilises beaucoup, que j'aime beaucoup, c'est « Il n'y a que les cornichons qu'on met dans des bocaux ». Oui, j'ai pas osé le dire. Ça, c'était parce que je me suis pas vraiment, je me sens pas un sociologue vraiment, je me sens pas un philosophe. Et en effet, c'est ma grand-mère qui disait il y a que les cornichons et que j'avais pas envie d'être un cornichon. D'ailleurs, dans mon travail et dans mes livres, tu le sais, bien sûr qu'il y a des références aux auteurs classiques de la sociologie, philosophique, poétique, à la psychologie jungienne. Je suis très peu freudien, je dois vous avouer, c'était pas mon genre, mais voilà, parce que j'avais pas d'appétence. Je vous prie de m'excuser pour ceux qui le sont, mais moi j'avais pas d'appétence pour ça. Mais disons que toute la tradition jungienne me paraît être une tradition que je sais, non pas en tant que spécialiste, hein, tu le sais, hein, soyons clairs, non pas en tant que spécialiste, mais en tant qu'amateur qui va intégrer dans ce que j'essaie de donner à penser, bien évidemment. De toute façon, au niveau de l'APE,
on essaie surtout de réhabiliter les psychanalystes dissidents, Jung, mais aussi Adler, Reich aussi, on utilise beaucoup Reich, Fromm, Bitzwanger. Donc, on essaye un petit peu d'enseigner justement des psychanalystes qui ont complètement été oubliés dans l'enseignement universitaire ou, je dirais, dans l'enseignement des écoles psychanalytiques traditionnelles. Donc, c'est vrai qu'on a un petit peu cette particularité à l'APE de défendre un petit peu je dirais, les dissidents psychanalystes. Est-ce qu'on a d'autres interventions? Bisra, est-ce que vous avez une question? Non? Valérie? Si, peut-être. En tout cas, merci pour cette belle conférence, professeur. Très intéressante, très nourrissante, très dense. Alors, moi, je m'interroge quand même avec Internet, avec cette déshumanisation, avec ce contrôle de plus en plus pressant sur les individus, sur l'atteinte aux libertés individuelles. Tout ça, ça m'effraie, quoi. Donc, d'un côté, donc, il y a le Koum dont vous parliez, donc c'est le faire avec, le partage, tendre vers une humanisation, vers un idéal, une certaine fraternité. Et d'un autre côté, donc, les nouvelles technologies sont bien là, et sont bien là quand même pour essayer de nous museler, nous tracer et bien nous museler, quoi, disons. Donc, je voulais savoir un petit peu ce que vous en pensiez, parce que là, il y a un conflit d'intérêts, quoi, disons, d'intérêts qui s'opposent. Oui. Non, je ne partage pas votre crainte. Voilà, pour le dire un peu brutalement et simplement. Je vais vous donner un exemple. Pour les gens de mon âge, il y avait les réseaux, le fameux 3615, les Minitel. Et je me suis amusé à l'époque, j'ai même dû faire un chapitre dans un de mes livres là-dessus, en montrant que le 3615, c'était d'abord c'était justement un Minitel d'ordre militaire, hein, c'était pour l'armée. Et qu'il y avait eu, à ce moment-là, et je reprends là, ici, une idée hegelienne, Hegel parle de la ruse de la raison. Et moi, j'ai repris cette idée en disant, il y a une ruse de la technique. C'est-à-dire, en quelque sorte, la technique qui avait en effet désenchanté le monde, curieusement, va participer au réenchantement du monde. Le mot que j'aime, vous voyez, qui est ma réponse, c'est le mot de ruse. C'est-à-dire, oui, vous avez raison, il y a quelque chose qui fait qu'actuellement, comme le Minitel était un truc militaire, c'est devenu 3615 un truc érotique, si je puis dire. Il y a une ruse qui a fait que d'une certaine manière, il y a eu des réseaux qui se sont créés pour faire des coquineries, voilà, ou des cochonneries. Eh bien, de la même manière, au travers il y a du contrôle, je ne vais pas être naïf, je ne peux pas être niais là-dessus, il y a manifestement du contrôle multiforme, mais personnellement, sans nier cela, je rends attentif à la ruse, c'est-à-dire à l'utilisation qui va être faite de ces processus technologiques et, je ne sais pas moi, la multiplicité, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, de ces réseaux philosophiques, religieux, érotiques. Vous voyez, toute chose qui, d'une certaine manière, fait que il y a du contrôle possible, mais il y a l'expression que j'avais employée pour décrire cela, c'est le pas à côté. Un pas à côté. Voilà. Alors là, on m'enclôt ici et je fais un pas à côté. Voilà un peu, voyez, mon hypothèse. Hein. Encore une fois, moi, je ne veux pas nier ce que vous dites et qui est vrai, et puis que chacun d'entre nous peut observer. Mais en même temps, il y a une espèce de vitalité qui fait que ça dépasse toujours l'enfermement à un moment donné. Voilà, et c'est le mot de ruse. D'ailleurs, la ruse avait été pour moi, tout au début de ma carrière, une des caractéristiques, en quelque sorte, de la sagesse populaire. Je fais comme si, als ob, comme si j'étais soumis politiquement, symboliquement, machin chose, etc. Et il n'en reste pas moins que dans cette vie quotidienne, je me débrouille. On peut le dire d'une manière plus grossière. Et donc, c'est un peu cette ruse qui me paraît être une structure anthropologique. Une structure anthropologique. C'est-à-dire quelque chose qui fait qu'il y a… alors, ça renvoie à ma notion de personne, vous voyez, c'est-à-dire la ruse, c'est la duplicité. La duplicité, c'est d'être double et duple. Double et duple. Je ne suis jamais quelque part.
mais toujours à côté de là où on voudrait que je sois. Voilà un peu mon hypothèse, si vous voulez, concernant en général d'un point de vue anthropologique et concernant ce rapport à la technique. C'est pour ça que c'est paradoxal de voir que il ne faut pas l'oublier, cette technique avait participé à la sérialité, hein, si on le dit à la manière sartrienne, hein, c'est-à-dire l'isolement, en quelque sorte. Et curieusement, c'est donc désenchantement. Et curieusement, c'est cette technique qui actuellement fait que je suis en rapport, toujours en rapport. Moi, je vois un de mes étudiants avait fait une thèse sur les gosses qui sortaient du lycée à 4 heures. À 4h15, Internet aidant, téléphone portable aidant, ils étaient en relation avec ceux qu'ils venaient de quitter. Vous voyez, donc quelque chose qui dépassait de fait le simple isolement qu'en principe la technique suppose, qui fait qu'on est isolé. Voilà, c'est un peu cela qui fait que, à mon sens, vous voyez, même d'une manière un peu coquine, un de mes chercheurs a fait une thèse, belle d'ailleurs, en montrant, on disait que les réseaux d'échangistes était purement virtuel et donc était une manière de contrôler les gens. Et chiffre à l'appui, il avait montré que d'une manière non négligeable, qui était de 36 à 37%, il n'y avait pas un simple échange comme ça de fantasmes à travers des pseudos, mais quelque chose qui faisait qu'en bout de course, il y avait une rencontre qui se faisait. Et nombre de rencontres amoureuses, nombre de mariages actuellement. Hein, demandez autour de vous, où vous êtes-vous rencontrés? Ce n'est plus le chasseur français, où il y avait des annonces. C'est les réseaux sociaux. Vous voyez. Alors c'est cela, moi, qui me permet de marquer mon désaccord avec la crainte. Encore une fois, toujours le pas à côté. Le pas à côté. C'est la vie. J'entends. Donc, ruse et transgression. Voilà. Merci, professeur. Encore une dernière question peut-être? Bon, le silence règne sur les ondes. Merci le professeur. En tout cas, je vous rappelle donc l'ouvrage du professeur La nostalgie du sacré aux éditions du Cerf. Moi, personnellement, j'ai vraiment pris une claque dans la figure. Je crois que voilà, ça m'est arrivé avec les livres de Michel Maffezoli, notamment Le temps des tribus et l'ombre de Dionysos. Et celui-là, vraiment, il m'a interpellé et il m'a invité à découvrir un petit peu les penseurs mystiques. Je me connaissais très, très mal, notamment Jean Delacroix, Thérèse d'Avila. Donc, je me suis commandé toute l'œuvre. Et c'est vrai que le chemin de perfection, par exemple, de Thérèse d'Avila est assez étonnant quand on le regarde avec l'œil du psychanalyste, parce que ça parle beaucoup de la névrose en général, et le chemin de perfection est vraiment en écho avec le chemin d'individuation qu'on retrouve chez Jung. Donc il y a vraiment cette idée chez les mystiques de s'adonner tu parles de l'apophatisme, je ne connaissais pas ce terme-là et c'est extraordinaire parce que la théologie apophatique, c'est rencontrer Dieu mais par évitement. Ne pas chercher à le connaître, ne pas chercher à le rencontrer et ne pas le rationaliser. Donc vraiment s'abandonner pour pouvoir rencontrer Dieu. Et finalement, en tant que psychanalyste, effectivement, si on veut accéder à l'inconscient, il faut abandonner cette idée de pouvoir définir l'inconscient et de pouvoir l'expliquer. Il faut vraiment vivre quelque part l'inconscient comme on peut contempler finalement quelque chose qui nous dépasse. Et vraiment, je trouve que c'est assez extraordinaire finalement de revenir à des choses, c'est vrai que le terme mystique est employé à tort et à travers. Et là, Michel Maffezoli remet les choses vraiment au cœur de ce qui est essentiel, c'est-à-dire la vie quotidienne et qu'est-ce qu'il y a au-delà du matériel et de l'économie. Donc, c'est quelque chose qu'on ne définit pas et qu'on n'explique pas rationnellement. Et pour nous, psychanalystes, je pense que c'est essentiel parce que dans ma carrière, je rencontre aussi beaucoup trop de collègues, d'analystes qui ont tendance à calquer des concepts et à rationaliser aussi la vie psychique de nos analysants. Et je crois que c'est très, très important de nous rappeler ce qui est essentiel dans la vie quotidienne, c'est contempler quelque chose qui nous dépasse. Et dans la mystique, il y a cette idée assez simple et de ramener ça au quotidien, ramener ça véritablement à ce qu'on vit tous les jours. Je trouve que c'est
l'exercice m'a vraiment, j'ai trouvé percutant cet exercice-là. Et je l'ai jamais, enfin, je crois que c'est quand même assez nouveau dans ton œuvre. Enfin, c'est la première fois que tu emploies les références mystiques de cette manière-là. Je trouve ça assez étonnant. Il y avait un livre précédent, si je puis me permettre, qui Il y avait La s'appelle parole du silence aussi. La parole du silence. La parole du silence, où j'ai amorcé cela. Et en effet, pour tout dire, je comptais faire de ce livre mon dernier livre, hein, puisque je m'étais dit qu'à un moment donné, il faut s'arrêter d'écrire. Et je pensais que cette nostalgie du sacré serait mon dernier. Après, je ferai un livre de biographie intellectuelle. Finalement, je vais en faire un autre qui va être la suite de cela, un petit livre qui paraîtra dans un an. Mais voilà, c'est tout, j'ai plus rien à dire. C'est-à-dire, c'est l'aboutissement de quelque chose qui est un long travail depuis une quarantaine d'années quand même. Donc, mon premier livre date de 1976. Et je voulais terminer par, oui, par ce rapport, tu as bien signalé, ce rapport avec la mystique qui me et l'apophatisme, hein, c'est-à-dire dans le fond, parler par évitement et ne pas avoir la paranoïa. Voilà, en gros, excusez-moi d'utiliser ces mots-là, hein, puisque je le fais en tant que béotien, mais je considère que la modernité a été paranoïaque. En grec, paranoïain, c'est penser par en haut. Et donc, du coup, à évacuer tout ce qui échappait à cette paranoïa. Alors que ce qui me paraît être en jeu dans les pratiques juvéniles, dans le rapport au mystique, outre Saint Jean de la Croix ou Sainte Thérèse d'Avila, j'utilise beaucoup la mystique rhénane, puisque j'aime beaucoup la pensée allemande, donc la mystique rhénane, et puis Heidegger, qui reste un grand mystique de mon point de vue. Et voilà, un peu, c'est cet ensemble-là qui me paraît être important, c'est-à-dire, c'est non plus de la paranoïa, mais c'est une métanoïa. La métanoïa, c'est une pensée de l'accompagnement et en même temps, c'est une nouvelle naissance. Voilà ce que veut dire le mot métanoïa. Et voilà, ce livre, pour moi, décrit cette métanoïa qui est le propre de chacun d'entre nous et le propre, à mon avis, de la socialité. Merci, professeur. Merci à tout le monde et on se dit à très bientôt, au mois prochain. Allez, au revoir, bonne soirée à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, ciao. Ciao. Quittez.